Bonsoir. Bonsoir Strasbourg. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cet accueil chaleureux. Je crois que le terme chaleureux est bien approprié. Merci d'être là, si nombreuses et si nombreux ce soir, place Kléber, dans la salle de l'Aubette. Merci d'avoir répondu présente et présent. On est rassemblés ce soir, ensemble, pour évoquer la 6e République et la paix. Nous allons nous rendre compte que la question de la démocratie, de la souveraineté populaire, est intrinsèquement liée à la question de la paix entre les peuples. Et c'est en créant les conditions permettant que les peuples puissent décider de leur destinée et tenir les leviers des politiques menées en leur nom qu'on favorise la paix. Il s'agit de réduire les circonstances dans lesquelles des leaders autoritaires peuvent se trouver en situation de concentrer tous les pouvoirs. Ce sont des leaders tyranniques, ce sont des leaders bien souvent fanatiques. Et c'est en promouvant la démocratie par et pour les peuples qu'on parvient et qu'on parviendra à arrêter les guerres et les conflits, parce que les peuples, eux, souhaitent vivre en paix. Les peuples souhaitent vivre en paix dans les nations qu'ils occupent et entre les nations. Et ce sont les tyrans qui déclenchent les guerres pour leurs propres intérêts et ceux des oligarchies qui les entourent. La paix, c'est ce que nous prônons avec la France insoumise, mais la paix, ça n'est pas juste un vœu pieux. On pourrait considérer que, oui, bien sûr, c'est mieux de dire qu'on préfère la paix à la guerre et s'en arrêter là. Non, avec la France insoumise, nous proposons une méthode, une approche qui est fondamentalement démocratique. Nous appelons au respect intégral, absolu, permanent du droit international. Et on va évoquer ensemble quelques conflits avec des dirigeants, des tyrans que j'ai évoqués, qui ne le respectent pas, ce droit international. En effet, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde a décidé de se doter d'une organisation internationale. Le monde a décidé d'être ordonné autour de l'Organisation des Nations Unies. Et ici, à Strasbourg, 4 années plus tard, a été créé également le Conseil de l'Europe, institution dans laquelle je siège comme membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au titre de l'Assemblée nationale pour la France insoumise. Et cette institution est chargée de veiller à la protection des droits de l'homme, du renforcement de la démocratie, des libertés fondamentales et de la prééminence de l'État de droit. D'ailleurs, je le disais, pour la France insoumise, je siège dans cette institution, mais aux côtés également de Sophia Chikirou, Gabriel Catala et Anne Stambach, Terre Noire. Et il faut, je le disais, assurer que ces institutions, le Conseil de l'Europe, l'ONU, mais également la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale soient respectées et que leurs délibérations soient exécutées. En l'occurrence, quand Benyamin Netanyahou, je parlais tout à l'heure de tyran et de personnages fanatiques et autoritaires, quand Benyamin Netanyahou, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est autorisé par la France à survoler son espace aérien, cela revient, une fois de plus, à piétiner le droit international et à ne pas respecter nos obligations pour la France comme État membre de la Cour pénale internationale. Honte à Emmanuel Macron, honte à la France, honte au gouvernement d'Emmanuel Macron d'avoir laissé Benyamin Netanyahou survoler l'espace aérien français. Et puis, l'actualité brûlante, évidemment, ce sont les missiles tirés par Israël sur l'Iran à partir du 13 juin, qui constitue une agression militaire, une violation flagrante, là encore, du droit international, qui met en péril la diplomatie et le processus en cours concernant le programme nucléaire iranien. Alors, je le dis tout de suite, évidemment, avec la France insoumise, nous n'avons aucune sympathie pour le régime théocratique, autoritaire et tyrannique qui est au pouvoir
en Iran. Nous dénonçons ce régime et d'ailleurs nous sommes en lien avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Nous le soutenons et un grand nombre de députés insoumises et insoumis, dont moi-même, avons parrainé des Iraniennes et des Iraniens qui sont condamnés à mort, qui sont dans l'attente de leur exécution pour visibiliser ces décisions tragiques et inacceptables et faire en sorte que certaines et certains d'entre eux, la totalité évidemment, c'est notre souhait, puissent être libérés. Mais donc l'attaque par Israël sur l'Iran est un nouveau piétinement du droit international. Et ce soir même, dans l'hémicycle, à Paris, a lieu un débat selon l'article 50-1 de la Constitution que notre groupe a demandé au sujet du conflit initié par Israël avec l'Iran. J'en arrive à la Constitution de la Ve République. Ce débat, qui répond à l'article 50-1 de la Constitution, est un exemple criant de ce qui ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas parce que, oui, sans doute ce soir, et c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est nous qui l'avons demandé avec le groupe parlementaire, la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Nous avons demandé que ce débat puisse avoir lieu sur la situation au Moyen-Orient et nous pourrons ce soir dire le rôle pacificateur que la France devrait avoir dans ce conflit et dans l'ensemble des conflits sur la planète. Et la diplomatie internationale qui doit reprendre toute sa place et cesser d'avoir cette logique binaire d'agresseur et d'agressé. Ce sont donc des discussions importantes, conséquentes, qui vont avoir lieu ce soir, mais il n'y aura pas de vote. C'est un débat sans vote. C'est-à-dire que les positions de chaque groupe seront connues, mais ensuite, on va remballer, chacun va rentrer chez soi, et Emmanuel Macron, demain, décidera, s'il le veut, de convoquer à nouveau un conseil de défense dont il décide du périmètre, il décide des personnes qui sont contenues dans ce conseil de défense, et c'est une réunion qui a lieu à huis clos. Donc l'Assemblée va expliquer les positions qu'elle souhaiterait voir adoptées, mais il n'y aura pas de vote qui pourrait faire émerger la volonté populaire incarnée par l'intermédiaire des représentants à l'Assemblée. Et donc, ce vote n'existant pas, Emmanuel Macron pourra continuer de décider d'engager la France sur une voie sur laquelle le peuple n'aura pas droit à la parole et qui pourtant nous engagera toutes et tous. Je le disais, nous disons que nous devons refuser la folie guerrière de Benyamin Netanyahou en Iran et dans les pays voisins qui sont la cible régulière de bombardements. Nous disons que nous exigeons immédiatement et sans condition un cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza. Nous demandons la fin immédiate du génocide. Nous demandons la fin du génocide et nous exigeons que l'aide humanitaire puisse enfin être acheminée. Voilà ce que nous disons et nous souhaitons que cette voix, celle de la paix, celle du respect du droit international soit entendue et quand nous gouvernerons, c'est cette voie-là que nous appliquerons pour la nation française. Alors, en Ve République, il y a le soi-disant domaine réservé du chef de l'État, du président de la République, sur les questions des relations internationales et donc sur la politique de défense. Certes, le chef de l'État est aussi chef des armées, mais si vous allez voir la Constitution de la Ve République, vous faites une recherche, contrôle F, domaine réservé, vous ne trouverez pas cette expression. La Constitution de la Ve République ne contient pas la définition du domaine réservé. C'est un usage, c'est une pratique qui s'est mise en œuvre après la mise en œuvre de cette nouvelle Constitution après 1958. Donc, ce domaine réservé mérite d'être clarifié et nous le disons, la Ve République que nous appelons de nos vœux sera parlementaire. Elle donnera la place qu'elle mérite à la représentation nationale dans les processus de prise de décision pour le pays, y compris pour ce qui est des questions de défense. Moi, je suis membre de la commission de la défense des forces armées et des anciens combattants. Je peux vous dire que même comme député membre de cette commission, nous n'avons pas voix au chapitre, nous ne pouvons pas influer sur la politique qui sera menée. Nous représentons pourtant le peuple français à proportion des résultats des élections. En l'occurrence, nous les avons gagnés. Donc nous sommes majoritaires, en tout cas avec le Nouveau Front Populaire. Mais la voix que nous proposons n'est pas écoutée, n'est pas entendue, n'est pas remontée par la Commission de la Défense nationale, puisqu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vote en hémicycle. Et donc, je le disais, le président de la République a tout pouvoir. C'est donc une Ve République qui est périmée. On peut le dire. Et le fait que l'Assemblée nationale soit piétinée, ignorée, bafouée par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs, ces maltraitances démocratiques s'appuient sur cette péremption de la Ve
République. C'est une Constitution qui est usée jusqu'à la corde, qui ne permet plus que soit garanti un lien entre l'expression majoritaire du peuple et les décisions prises en son nom. Et ce peuple se voit obligé de subir des décisions qu'il n'a pas souhaitées. Ça a été le cas notamment par l'usage de l'article 49.3, un autre article de la Constitution que vous connaissez bien. L'article 49.3 qui a été utilisé à 27 reprises depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et notamment sur les budgets, qui sont pourtant les textes les plus structurants, puisque chaque année, ils déterminent les marges de manœuvre de l'ensemble des ministères, notamment pour assurer le bon fonctionnement des services publics. Et c'est donc à coup de 49.3 que Emmanuel Macron et ses gouvernements nous imposent l'austérité, nous imposent la dégradation des services publics, de l'éducation nationale, de la santé, du logement, la non prise en compte de l'urgence écologique. Et c'est aussi par 49.3 qu'ils ont imposé l'infâme, l'injuste réforme des retraites et le report de l'âge à 64 ans. C'est par 49.3 qu'ils l'ont fait, malgré les mobilisations massives dans tout le pays, malgré le rejet par plus de 90% des actifs qui sont les personnes concernées au premier chef. Alors, ces coups de force antidémocratiques ne peuvent plus durer. Et nous devons passer à une 6e République qui sera dirigée, qui sera conçue, cette nouvelle Constitution, par le peuple lui-même, par l'intermédiaire de la convocation d'une Assemblée constituante. Il n'y aura donc plus de 49.3. D'ailleurs, je vous disais rapidement, je suis membre du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il se trouve qu'il y a 2 ans, avec ma collègue Anne Stambach-Ternoir, élue à Toulouse, eh bien, nous avons utilisé un des outils mis à disposition par le Conseil de l'Europe qui s'appelle la Commission de Venise. C'est un comité d'experts indépendants en droit constitutionnel qui peut être consulté par les États membres du Conseil de l'Europe pour donner son avis sur la compatibilité des constitutions et de leurs usages par rapport au respect de l'état de droit, qui est un des impératifs du Conseil de l'Europe par l'intermédiaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a répondu, cette commission de Venise, le 13 juin 2023, à Anne Stambach-Ternoir et moi-même? Elle nous a répondu, je cite l'avis rendu par le Conseil de l'Europe, par la commission de Venise: « La suppression du vote final d'une chambre du Parlement pour l'adoption d'une loi représente une ingérence significative de l'exécutif sur le législatif, qui est apparemment unique dans l'expérience comparative européenne et qui est problématique. Donc les experts en droit constitutionnel du Conseil de l'Europe disent à la France: votre article 49.3 est problématique, c'est une ingérence, c'est l'exécutif qui écrase le législatif. Je vous le dis, dans la 6e République, il n'y aura plus d'article 49.3, c'est fini. Enfin, évidemment, le plus grand des scandales antidémocratiques, après la trahison de 2005 et le fait qu'a été ignoré le résultat du référendum sur la Constitution européenne, transformé en traité de Lisbonne et resservi 3 ans plus tard par le Congrès à Versailles, eh bien, le coup de force antidémocratique le plus récent, le plus éclatant, c'est celui d'Emmanuel Macron, je le disais, qui a ignoré totalement le résultat des élections législatives qu'il a lui-même provoquées. Il a vu que le résultat ne lui convenait pas. Victoire du nouveau Front populaire, qui n'avait été vu par aucun sondage, par aucun pronostic. Et donc, il s'est dit, le président de la République, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas. J'ai dissous, j'ai provoqué cette élection, mais je ne suis pas concerné. Donc, je vais, a posteriori, appeler les losers, les républicains, tiens, ils ont fait moins de 6%. Et il s'est dit, ceux-là, ils pourraient me servir de béquille. Donc, je vais leur passer un coup de fil, on va s'arranger entre nous, ce n'était pas prévu, on n'a pas du tout fait campagne pour cela, mais je vais m'appuyer sur eux et on va pouvoir garder le pouvoir pour continuer de martyriser le peuple français avec notre politique austéritaire. Donc, c'est effectivement la raison la plus éclatante pour laquelle nous devons absolument changer de République pour que cela ne soit plus permis. Un autre dispositif que nous mettrons en œuvre dans la 6e République, en tout cas nous souhaitons le voir apparaître, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Nous souhaitons que l'Assemblée constituante s'approprie cette possibilité. Je crois qu'elle le fera. On a vu à quel point c'était une demande des Gilets jaunes, le RIC, en toutes circonstances, sur tout sujet, qui permettra au peuple français de déclencher un référendum révocatoire. Un référendum révocatoire, ça permettra, lorsqu'un élu ne respecte pas le mandat qui lui a été confié,
Eh bien, de s'en séparer, de faire en sorte qu'il ne puisse pas poursuivre son mandat s'il a trahi les engagements sur lesquels il a été élu. Par exemple, je vais prendre un exemple rapide, au hasard, mettons, un élu qu'on appellera l'élu X, qui a été élu en 2024 sous l'étiquette du nouveau Front populaire. Il a donc signé un contrat de législature qui l'engageait à combattre en toutes circonstances le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui l'engageait à faire tomber tout gouvernement qui voudrait mettre en œuvre la politique austéritaire, qui voudrait continuer de ne pas prendre en compte l'urgence écologique et qui voudrait continuer de piétiner la démocratie. Un élu du nouveau Front populaire devrait respecter ça, c'est le contrat qu'il a signé. Eh bien, si cet élu qui s'appelle X, ou je ne sais pas si vous avez d'autres noms à me souffler, si vous en connaissez dans le coin, je ne sais pas. J'entends dire Thierry Sauter, c'est pas gentil, mais si un élu socialiste au hasard avait pris cette décision de trahir le contrat de législature qu'il avait signé, eh bien, on devrait pouvoir le révoquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait pouvoir révoquer un élu qui a trahi le mandat qu'on lui a donné en l'élisant parce qu'il avait signé le contrat de législature du nouveau Front populaire? Moi, je pense qu'on devrait le faire. Et d'ailleurs, j'ai mis en œuvre une expérimentation au premier tiers de mon premier mandat, donc c'était au printemps 2023, ça passe tellement vite, 2024, printemps 2024, voilà, quelques mois avant la dissolution, j'ai tenté l'expérience d'un référendum révocatoire ici dans ma circonscription à Strasbourg et Ilkirch-Grafenstaden. Alors, c'est pas facile, hein, on l'a fait sous contrôle d'huissier, ça s'appelle commissaire de justice aujourd'hui, mais on l'a fait. On a fait un référendum révocatoire. Et j'ai su, je vous donne cette confidence, j'ai su par un élu député du MoDem, je ne le citerai pas par correction pour lui, mais il m'a dit, tu sais, Emmanuel, quand tu as annoncé que tu allais faire un référendum révocatoire, le MoDem du Bas-Rhin s'est réuni en urgence. C'était une circonscription qui était détenue avant par le MoDem, que j'ai battu en 2022, que nous avons battu ensemble en 2022. Et donc, il me dit, on s'est réunis en urgence parce qu'on s'est dit, il est fou, il va se faire virer. Il met en œuvre un référendum révocatoire, il est fou, il a un mandat de 5 ans, il devrait le garder précieusement, c'est pour lui, il a gagné, c'est 5 ans. Eh bien non, j'avais dit, je m'étais engagé à faire un référendum révocatoire, je l'ai fait, et manque de bol pour eux, je suis toujours là, voilà. Et il y a même eu une dissolution entre les deux, donc finalement, quelque part, ça a été un référendum révocatoire à grande échelle, pour tout le monde, généralisé, cette dissolution. Et là encore, je suis toujours là parmi vous, mais grâce à vous et grâce à la dynamique que nous avons ensemble pu mettre en œuvre. Voilà, j'achève en disant qu'avant que nous puissions gouverner en 2027 et donc convoquer cette Assemblée constituante et pouvoir travailler sur cette nouvelle Constitution pour une 6e République, vous le savez, il y a une étape intermédiaire, ce sont les élections municipales. Je voudrais quand même en dire un petit mot. La commune, c'est le terrain parfait pour expérimenter et faire vivre la démocratie. C'est une démocratie qui peut être directe, citoyenne, et qui correspond à des décisions qui sont prises sur des sujets du quotidien, sur des sujets qui nous concernent toutes et tous très directement. Donc c'est là aussi une opportunité formidable de mettre en œuvre la démocratie d'un point de vue local et même micro-local. Alors avec la France Insoumise, nous sonnons l'appel à la mobilisation pour ces élections municipales, ici à Strasbourg et partout. Nous appelons toutes et tous à rejoindre la dynamique pour mettre en œuvre un programme de rupture, d'écologie populaire qui ne laisse personne au bord du chemin, un programme de priorisation sur le logement pour toutes et tous, de prise en compte de celles et ceux qui ont le plus besoin de soutien de la collectivité dans tous les quartiers de la ville, au premier rang desquels ceux qui sont habituellement relégués, ignorés et méprisés. Et je vais vous donner là encore un secret, mais qui est finalement assez connu. À Strasbourg, la dynamique insoumise, elle est plutôt positive. J'ai face à moi Manon Aubry. Et vous vous souvenez que juste avant la dissolution, on est passé très vite d'une élection à l'autre, puisque le jour même du résultat des élections européennes, eh bien, on a appris que l'Assemblée nationale était dissoute. Mais ce soir-là, Manon Aubry, qui menait la liste d'Union populaire avec la France insoumise, a terminé en tête à Strasbourg. Nous avons remporté Strasbourg, ensemble. Nous avons remporté Strasbourg. Donc Strasbourg est insoumise. Je me souviens que Madame Barseguian, maire de Strasbourg, avait souhaité qu'on puisse se compter. On s'est compté. Voilà, les comptes sont faits, Strasbourg est insoumise. Et je parlais de la prochaine étape des municipales dans laquelle la France insoumise prendra toute sa place. Alors, j'achève en disant oui à la démocratie au niveau international et au respect du droit international. Oui à la démocratie dans nos institutions.
à l'Assemblée nationale notamment, oui à la démocratie locale et municipale. Et ce soir, nous faisons une nouvelle démonstration de force, je le disais, ici à Strasbourg. J'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs, les militantes, les militants, le service d'ordre, toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce meeting qui est un gros succès. La salle est absolument pleine à craquer. Donc merci encore à tous et tous qui avez participé à l'organisation. Et donc vive la paix, vive la 6e République, vive la France insoumise. Et nous accueillons maintenant Pierre-Yves Cadalin, mon collègue, mon ami, député du Finistère. Merci à toutes et tous. Merci. Bonsoir Strasbourg, comme cela fait plaisir de se voir en si grand nombre dans des temps qui parfois peuvent nous paraître si rudes. Comme il est important dans ces moments de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Et je profite de l'occasion que ce meeting est le dernier qui passe par-delà la salle même sur Internet et donc je salue celles et ceux qui, là aussi en grand nombre, nous écoutent à distance. J'en profite car ce moment particulier dans lequel nous nous trouvons était celui, dans cette campagne du printemps et de l'été commençant, dont il fallait se saisir pour dire clairement, malgré les attaques médiatiques, en dépit de tout ce qui peut nous être porté contre nous, de dire oui, il n'y a aucune honte à défendre la paix et oui, nous sommes la force de la démocratisation dans ce pays. Et si nous avons pu le faire aussi bien, car nous sommes en très grand nombre ici et nous l'avons été partout, c'est grâce au travail patient, déterminé, obstiné de l'ensemble des équipes du mouvement que je souhaite remercier, saluer la logistique, la communication, les personnes qui à chaque fois sont en contact avec les militantes et les militants. Et bien entendu, je remercie Emmanuel pour son accueil magnifique ici. Et l'ensemble de celles et ceux qui ici participent à la force. Parce que nous le savons que le contexte international étant ce qu'il est, l'ambiance haineuse contre la France insoumise étant ce qu'elle est, nous savons que parfois, devant notre écran télévisé ou écoutant la radio, on peut se sentir quelque peu esseulé. On pourrait même se dire que pour défendre la bifurcation écologique, la solidarité, le partage des richesses, la démocratie, eh bien, nous serions considérés comme des parias d'un coup. Et le moment où nous nous déployons dans les mouvements sociaux, dans les réunions publiques comme ce soir, eh bien, nous montrons à l'ensemble du pays, à l'ensemble des sympathisants qui se reconnaissent dans nos idées, à l'ensemble de nos concitoyens que non, il n'y a aucun problème à défendre dans ce pays le partage des richesses, la solidarité, la fraternité et la belle devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Nous tenons bon pour ouvrir un chemin positif pour le pays. Et comme il est parfois compliqué de l'apercevoir entre les broussailles médiatiques, je veux commencer par là, par vous dire qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui fait très mal à notre démocratie, qui fait très mal à l'état du débat public. Ce sont les propagateurs de haine, les propagateurs de guerre, celles et ceux qui n'ont qu'à la bouche l'idée qu'il faut absolument lancer des missiles, qu'il faut absolument faire la guerre partout et tout le temps. Voyez, quelque chose de très important s'est passé ces derniers jours. Le chancelier allemand, honte à lui pour avoir dit ça, Friedrich Merz, le chancelier allemand a dit « Merci à Israël et aux États-Unis qui font pour nous le sale boulot avec l'Iran et au Moyen-Orient. » Eh bien, devinez qui, ce matin reprend les mots du chancelier allemand. Il s'appelle Sébastien Chenu, c'est un député du Rassemblement national et il dit « Bien entendu, Trump et Netanyahou ont fait le sale boulot. » Eh bien, nous le disons très clairement et avec le sens de l'histoire et des moments qui sont les nôtres aujourd'hui.
Nous sommes très préoccupés quand la droite radicalisée allemande se met à parler la même langue que l'extrême droite française. Et nous leur ferons à de tous barrage. Barrage à la guerre. Défendons le droit international comme il mérite de l'être. Parce que ce langage qu'il parle, c'est celui de la force brute, du mépris pour le droit. Et bien entendu, nous ne le supportons pas, comme nous ne supportons pas qu'un député aussi important de la Macronie, Gabriel Attal, dise que désormais le droit international est à la carte. Aux questions au gouvernement, il dit « Un pays qui piétine toutes les règles du droit international, il pense à l'Iran, ne peut s'en prévaloir pour s'abriter derrière ces mêmes règles du droit international. » Déclaration devant la représentation nationale. Lorsqu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien que le droit international, c'est à la tête du client. C'est à la carte, c'est comme on veut. Et qu'il n'y a de droit international qu'à géométrie variable et que d'ailleurs, du point de vue des États-Unis d'Amérique, eh bien non. Nous le disons très clairement en grand démocrate, en grand défenseur de l'idéal républicain. Ni Trump, ni Poutine, ni Netanyahou, ni Ramenei. Car lorsque les propagateurs de guerre, comme je les appelais, font leur sale boulot, d'une certaine façon, sur les ondes médiatiques, eh bien, eux mettent en danger fondamentalement la démocratie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron signe sans qu'aucun d'entre nous parlementaires ne soit consulté. Emmanuel Macron signe un accord pour porter à 5% du PIB les dépenses militaires en France, 100 milliards d'euros par an. C'est une honte. C'est une honte qu'il n'y ait eu aucune délibération démocratique dans le pays pour en venir à cela. Et cette honte, elle est caractéristique de la Ve République, de la concentration du pouvoir entre les mains du président de la République. Et si nous défendons aussi ardemment et aussi fortement la Sixième République, c'est pour dire qu'en démocratie et qu'en France républicaine, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit s'organiser pour faire barrage à la guerre généralisée, je le dis, parce que si l'on organise toute la société vers la guerre, eh bien à ce moment-là, c'est la démocratie qui, dans le cheminement lui-même, se perd. C'est la bêtise et la violence qui, généralement, se répandent. Et vous le voyez bien avec la théorie qui a commencé à recirculer ces derniers jours. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais les peuples, disent certains, toujours les mêmes. Moi, j'ai la trentaine, mais j'ai l'impression que je les entends, je sais pas, ça fait 2 siècles. Ils sont là tout le temps à répéter la même chose, parce que les peuples, selon certaines personnes, apparemment, considéreraient certaines bombes comme démocratiques. Et les peuples aimeraient bien être libérés à toute bombe. Eh bien non, aucun peuple ne demande à être libéré par des missiles, parce que les missiles tuent, et ils tuent des civils, et ils tuent des civils en grand nombre. Et donc, notre responsabilité, c'est de nous mettre toujours dans les pas de Robespierre, ce grand républicain fondateur de ce que nous faisons ensemble. Robespierre disait « Les peuples n'aiment pas les missionnaires armés ». Il avait raison à l'époque, il a toujours raison aujourd'hui, et nous refusons absolument de considérer que la démocratie puisse s'exporter par la guerre. Mais ce n'est pas ce que pense Caroline Fourest, pour prendre un exemple. Elle a le culot de dire, à propos du peuple iranien, « Ils vont devoir payer le prix du sang, ils vont devoir avoir le courage d'y aller, c'est-à-dire affronter violemment au prix de sa vie le régime. » Quelle honte de tenir un tel discours si loin du pays, si loin des habitants, si loin du peuple. Un discours de convenance, un discours qui mérite qu'on rappelle à Caroline Fourest que nous ne sommes pas en train de jouer au risque, on n'est pas en train de jouer à un petit jeu de Monopoly, que là les morts sont des vrais morts, qu'à un moment donné il faut être sérieux et que les paroles à l'emporte-pièce n'ont pas leur place dans un contexte géopolitique aussi grave et qu'ils ne font qu'une chose, nuire à la qualité du débat démocratique. Alors ils nous ont aussi ressorti Romain Goupil. Vous le connaissez pas, peut-être, enfin moi non plus, je ne connaissais pas trop. Apparemment, il fait des films. Je peux vous dire que ce qu'il raconte sur les plateaux, ça donne pas trop envie d'aller les voir, ces films. C'est comme Bernard-Henri Lévy, il fait des films qui ont aussi une caractéristique un peu particulière, personne ne les regarde. Il se met en scène comme le grand libérateur, etc. Bref. J'ai vu des extraits, pas les films entiers, je vous rassure. Alors Romain Goupil, ils nous l'ont ressorti, mais qu'est-ce qu'il défendait avant Romain Goupil ?
Eh bien, il défendait l'invasion de l'Irak en 2003. Et là, il nous le ressort de la boîte et maintenant, il défend de nouveau le principe de la guerre préventive, qui est un principe absolument contraire au droit international. À tous ces gens, je souhaite rappeler les mots de Jean Jaurès, qui disait très clairement, parce que ces gens qui défendent la guerre à tout propos n'ont à la bouche que le mot démocratie, n'est-ce pas? Eh bien, Jaurès disait « La démocratie fait du consentement des personnes humaines la règle du droit national et international. » Et parlant de la menace de la guerre généralisée, dans un discours de 1905, il continue « Nous ne voulons pas jouer à ce jeu de hasard barbare. Nous ne voulons pas exposer sur ce coup de dés sanglant, c'est-à-dire la guerre et la possibilité de la guerre générale, sur ce coup de dés sanglant la certitude d'émancipation progressive des prolétaires. » Pour Jean Jaurès comme pour nous, le combat pour la paix est un combat pour la possibilité de l'égalité sociale, pour la dignité des citoyens, pour la possibilité d'une politique d'émancipation, et il ne faut jamais que nous oublions cela. De la même façon qu'il ne faut pas que le contexte international et les plus récents déploiements de l'agression israélienne contre l'Iran, il ne faut pas que ces récents déploiements nous fassent oublier l'horreur absolue qui se joue aujourd'hui à Gaza. Car les démocraties européennes et les démocraties libérales en général sont profondément défigurées par leur inaction absolue et totale face au premier génocide filmé de l'histoire. Nous ne pouvons nous résigner à cela et nous ne nous tairons jamais. Nous ne lâcherons jamais la solidarité avec le peuple palestinien, auquel, depuis cette salle, nous envoyons toute notre énergie, notre compassion, notre empathie, notre amour, car nous ne pouvons à ce stade rien faire d'autre qu'élever la voix et l'élever à l'Assemblée nationale, mais qu'ils sachent que la voix de nos gouvernements ne résume pas la voix de l'ensemble des peuples européens et qu'en Europe, il y a toujours tant et tant à être attaché à la solidarité entre les peuples. Mais il y a encore, et désolé de vous saouler avec ces citations, mais je crois qu'il est important de montrer ce que certaines personnes sont capables de dire. Il y a encore les mêmes qui disent des aberrations totales sur la question. Caroline Fourest, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme le fait le Hamas et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Imaginez la honte. La grande chanteuse Barbara, elle avait raison, elle disait « Un enfant qui meurt, c'est un enfant qui meurt, enfin !» Comment peut-on à ce point être dépourvu de l'humanité la plus élémentaire? Barbara Lefebvre, tout récemment, les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra, à un moment ou à un autre, être payé et être payé au prix fort. J'espère que pour ces propos, ces personnes seront poursuivies pour complicité d'actes de génocide, car c'est insupportable d'entendre des choses pareilles. De la même façon que Céline Pina qui dit « Une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. » Comment des gens peuvent-ils formuler des choses pareilles? Comment puis-je avoir autant d'exemples à vous donner? Et qu'est-ce à dire de l'état aujourd'hui du débat médiatique français, du débat démocratique? C'est ici que le combat pour la paix et le combat pour la démocratie se lient indissociablement et que nous devons mener les deux de front. C'est pourquoi je suis très fier d'appartenir à la France insoumise, ce mouvement qui, sans faiblir, sans lâcher face à la pression, a continué à défendre la paix, le droit international avec constance et la possibilité pour le pays de se démocratiser avec enfin le respect de la souveraineté populaire, qui a défendu ce mouvement de la France insoumise. L'initiative courageuse portée en partie par notre eurodéputée Rima Hassan de la Flottille de la Liberté, avec Greta Thunberg, avec l'ensemble des membres de l'équipage. Ils ont été à ce moment-là notre gloire à toutes et tous, mais également un beau symbole pour l'humanité tout entière.
Qu'ils en soient et qu'elles en soient remerciées. Certains, et je veux le dire ici, certains vont rentrer parfois sur le terme de génocide dans des débats à dire « Ah, vous n'employez peut-être pas le bon terme ». Je veux juste vous partager un argument. Vous savez, les enfants estropiés, affamés, vous savez, l'aide humanitaire aujourd'hui utilisée comme arme de guerre, vous savez, les Obama, plus de 55 000 morts, vous le savez tout ça. Mais je vous dis également un élément. Il existe une convention de prévention et de répression du crime de génocide. C'est donc de notre devoir moral et politique, lorsque nous pensons qu'un génocide est en train d'être commis, comme le détermine la Cour internationale de justice, de nommer ce qui se passe. Cette convention n'existe pas pour constater a posteriori un génocide. C'est pourquoi je suis si fier que nous le combattions et que nous ne cédions aucun pouce de terrain sur ce combat. Il est temps, Emmanuel l'a dit, que vienne la 6e République. Il est temps que cesse cet irrespect total, cette brutalisation des mouvements sociaux, cette négligence organisée à l'encontre de nos citoyens, de nos concitoyens ici, dans l'Hexagone, mais aussi particulièrement les concitoyens des départements et des territoires ultramarins. Il est temps que nous refondions ce pays autour d'un projet commun, et c'est bien le sens de cette proposition centrale de la France insoumise, qui est la convocation d'une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Je vous le dis, je vous prends à témoin et je vous encourage à y participer. À l'occasion de la prochaine élection présidentielle, nous parviendrons à faire gagner la 6e République. Car ce qui se joue à cette heure, c'est la défense de la démocratie elle-même, de la possibilité de l'organisation collective. Et si j'ai commencé par là, si j'ai commencé en vous disant qu'il était aussi important de se rassembler, c'est pour vous inviter à continuer à militer dans notre force politique, à continuer à militer dans des syndicats, dans des associations. Parce que, à chaque moment où vous faites ça, vous êtes vous-même le rempart le plus solide contre l'avancée de l'extrême droite qui avance sur l'isolement, qui avance sur la haine, qui avance sur la division. Eh bien non, nous disons qu'il est possible de se rassembler, de faire collectif sur des idées communes, sur un programme commun, et que notre génération, ni les autres, ne sommes condamnés à ce que demain soit pire qu'aujourd'hui. Il y a de l'espoir dans ce pays et c'est ce que nous incarnons. La 6e République que nous souhaitons nous débarrassera de la 5e République des affairistes, des barbouzes. Je voyais encore dans la presse aujourd'hui, et je vous invite à aller le regarder, un article portant sur une petite histoire qu'a Alexandre Benalla, on l'avait oublié celui-là, avec un milliardaire azerbaïdjanais et russe qui entraîne un conflit diplomatique entre l'Azerbaïdjan et la France. Alors, je l'ai appris en lisant la presse aujourd'hui, et je pense que, sans préjuger de vos connaissances, je vous l'apprends aussi. Et on se demande, mais comment une telle chose est possible ? Que faisait Alexandre Benalla en Azerbaïdjan? Que faisait-il d'ailleurs à un autre moment au Tchad, semble-t-il pour négocier des contrats liés à l'or, avec ce charmant régime démocratique de M. Déby, n'est-ce pas? Vers lequel d'ailleurs se précipite Marine Le Pen. Bon, que faisait-il là? Eh bien tout ça, c'est le marqueur de ce que critiquait déjà Pierre Mendès France en son temps. C'est le marqueur d'une 5e République repliée sur elle-même. D'une 5e République où le clan présidentiel pense qu'il peut tout faire, où les amis du président pensent qu'ils peuvent tout faire. Eh bien non, nous leur disons très tranquillement, parce qu'apparemment il faut parler poliment, n'est-ce pas? Eux, ils peuvent mettre des gens au chômage, ils peuvent baisser les salaires, ils peuvent détruire les services publics, mais vu qu'ils parlent tout doucement, ça passe. Alors que dès qu'on hausse la voix, on est vulgaire. Cette haine qu'ils expriment, c'est la haine du peuple. Et la haine du peuple, c'est la haine de la démocratie. Et donc nous leur disons tout tranquillement, si ça peut leur plaire, la monarchie présidentielle, nous y mettrons fin. Macron, les autres, qu'ils s'en aillent tous. Et c'est bien dans les pas de Jaurès
J'en termine par là. C'est dans les pas de Jean Jaurès, dans ce discours pour la paix dont je vous parlais auparavant, que nous continuons de marcher. En 1905, il avait prévu de se rendre en Allemagne pour faire un discours sur la paix. Et la frontière lui a été fermée. Il n'a pas pu le faire. Mais il l'a publié. Et il dit quelque chose dont je crois nous partageons encore fortement l'esprit. Il dit « Notre devoir est haut et clair, toujours propager l'idée, toujours espérer, toujours lutter jusqu'à la définitive victoire de la démocratie socialiste internationale, créatrice de justice et de paix. Vive la 6e République, vive la paix, vive le droit international !» Alors là, c'est le moment délicat où vous dites « Mais qu'est-ce qu'il fait pour qu'il reste là ?» J'ai une mauvaise nouvelle, malheureusement, à vous annoncer. Emmanuel a parlé du débat demandé par notre groupe et sa présidente, Mathilde Panot, qui se tient ce soir à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot, donc, ne peut malheureusement se joindre à nous ce soir, mais je crois que son absence va être compensée, j'en suis même sûr, par une vidéo qu'elle vous adresse. Et je pense que faire résonner son nom ici, après avoir parlé de Jean Jaurès, permet de montrer que là aussi nous tenons le flambeau, parce que les grands discours qu'elle a pu faire sur la paix, sur la justice sociale au moment des Gilets jaunes, sur l'écologie comme horizon, eh bien ces grands discours n'ont rien à envier à la grande tradition parlementaire qui est la nôtre, et je salue son courage, sa détermination, son dévouement pour le collectif. Notre présidente, Mathilde Panot. Bonsoir Strasbourg. Je voulais commencer par m'excuser de ne pas être avec vous ce soir et j'en suis très peinée, mais il se trouve que depuis 10 jours, nous demandons un débat 50-1, c'est-à-dire un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient et les violations du droit international que fait Netanyahou. Et cela fait 10 jours que le gouvernement ne nous répond pas. Et là, la faute, encore une fois, à Macron et à son gouvernement. Ils viennent de nous répondre pour nous dire que ce soir, le débat aura lieu. Et donc, je vais devoir tenir la position insoumise à la tribune. Donc, je voulais vraiment faire cette vidéo. D'abord, pour remercier Emmanuel Fernandez, avec qui je suis très fière de combattre à l'Assemblée. Et évidemment, j'ai dit à Emmanuel que quand il voulait, je revenais à Strasbourg. Vous remercier toutes et tous d'être en nombre. Et à l'heure où Netanyahou continue le génocide à Gaza, frappe le Liban, la Syrie, mais aussi l'Iran, nous sommes fiers d'incarner une autre voix de la France, celle qui réaffirme à tout moment que toutes les vies se valent, toutes sans exception, celle qui réaffirme que le droit international doit primer et qui refuse le 2 poids 2 mesures révoltant que fait Emmanuel Macron et qui fait que la voix de la France n'est plus écoutée dans le monde. Oui, nous sommes cette autre voix de la France qui, elle, est respectée dans le monde, et je veux vous dire, à vous qui êtes dans cette salle, que l'action que vous menez fait honneur non seulement à notre pays, mais à l'humanité tout entière. Et je veux enfin saluer chaleureusement Dimitri Kenegai, qui vient d'être libéré de prison grâce à une décision de justice. Et nous sommes très heureux de cette libération, ainsi que de celle de Christian Théin, président du FLNKS, et des autres camarades qui ont été détenus à 17 000 km de chez eux, avec des prisonniers politiques qui doivent maintenant pouvoir rentrer chez eux en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et surtout, l'État français doit enfin rompre avec le passage en force qui a coûté la vie à 14 personnes l'année dernière. Nous serons toujours du côté du peuple en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Force à vous les amis, une excellente soirée, et nous avons la force à la fois de tourner la page de la Macronie, mais aussi de battre l'extrême droite, car comme le disait le grand poète turc Nazım Hikmet, si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres deviendront-elles clarté? Merci à vous. Merci à vous de ce salut chaleureux et amical pour Mathilde Panot. Elle reviendra, j'en suis sûr. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'introduire une autre de nos grandes figures de notre présidence parlementaire de groupe au Parlement européen. J'ai nommé celle qui a combattu déjà pendant 2 élections européennes, qui a porté plus haut notre liste cette fois, qui incarne aussi notre combat internationaliste et solidaire en Europe, Manon Aubry.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence en nombre. On va pas se raconter d'histoire pour ceux qui suivent à distance, malgré une chaleur épouvantable. S'il y avait besoin d'un autre indicateur de la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, on sait pourquoi Emmanuel Macron a été condamné pour une action climatique qui vienne à Strasbourg. Il comprendra. À l'instant, Pierre-Yves disait que oui, c'est vrai, je suis là à Strasbourg, mais peut-être, et je m'en excuse par avance, avec moi, vous avez un petit peu moins d'exotisme. Parce que j'ai essayé de compter avec Emmanuel. Je crois que depuis 2019 que j'ai été élue au Parlement européen, je n'ai pas raté un seul des meetings pour l'élection présidentielle, pour les élections législatives, pour les élections européennes, évidemment. Et je dois dire qu'à chaque fois, j'ai été surprise du nombre présent ici à Strasbourg dans chacun des meetings. Surprise de la force militante, surprise aussi de la détermination. Et je sais que ça ne vient pas de nulle part. Je sais que vous pouvez compter, tu m'excuseras Pierre-Yves, sur probablement un des meilleurs députés que compte l'Assemblée nationale. Un député qui n'a pas peur de tenir tête, mais un député qui est aussi présent ici à Strasbourg pour porter les revendications des habitantes et des habitants de Strasbourg à l'Assemblée nationale. Emmanuel Fernandez, dont vous pouvez être extrêmement fiers. Et j'en profite pour vous dire, Emmanuel l'a mentionné, il paraît que les élections européennes servaient à se compter. Bon, on s'est compté. Je crois que le résultat a été sans appel, plus de 21% ici à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, Emmanuel. Et puisque nous n'avons pas tenu de meeting de ce format depuis les élections européennes, je tenais aussi, comme tête de liste de la liste de l'Union populaire l'an dernier, à vous remercier. Parce que je n'oublie pas que Strasbourg fait partie des villes qui ont pu être méprisées par, vous savez, les hautes sphères de la gauche. Eh bien, vous avez fait la démonstration que oui, quand on se compte à Strasbourg, Strasbourg a été insoumise en 2024, Strasbourg sera insoumise en 2026. J'en profite pour me mettre un petit chrono parce que je vois qu'on ne m'a pas mis de chrono ici, sinon je vais vous parler 4 heures et vous allez mourir de chaud, perdre 4 litres d'eau. J'en profite pour faire, et après je termine sur les saluts, promis, on n'est pas ici à un congrès du Parti Socialiste. Remarquez-nous, on parle de fond. Mais je ne pouvais pas ne pas saluer, comme l'a fait Mathilde, Dimitri Kélengaï, qui, je crois, et on en parle beaucoup ce soir, incarne la lutte de ces peuples qu'on veut dominer, mais de ces peuples qui tiennent la tête haute. Et Dimitri, tu es ici chez nous, mais je veux te dire aussi que jamais nous n'abandonnerons la bataille pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce que la Kanaki Nouvelle-Calédonie soit enfin entendue. Et c'est le cœur du sujet quand on parle de la 6e République, c'est aussi que la souveraineté populaire soit respectée. Bienvenue à toi, Dimitri. Alors, je vais essayer ce soir de tirer un fil rouge, puisque l'on parle beaucoup de démocratie, de voir comment, partout dans le monde, la démocratie, ses attaques contre la démocratie, mais aussi le fascisme et les attaques contre la paix sont intimement liés. Et résonne en moi cette phrase d'Albert Camus que vous connaissez certainement. Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais c'est rarement pour prendre ses nouvelles. Et nous sommes précisément dans ce point de bascule où la loi du plus fort est en train d'être imprimée partout dans le monde. Cette loi du plus fort qui fait que le droit international est remplacé par une forme de Far West géant dans lequel vous avez des cow-boys et même plus de shérifs
Et puis des cow-boys sont sommés de dicter les nouvelles règles internationales. Et évidemment, c'est le cas déjà du gouvernement israélien qui attaque quasiment la moitié de ses voisins. Évidemment, le peuple palestinien, mais aussi le Liban, la Syrie, sans aucun mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis maintenant depuis une semaine, l'Iran, plongeant encore un peu plus la région dans le chaos. Et je me souviens avoir entendu sur un plateau télé, c'est pas toujours agréable d'aller sur les plateaux télé, puis vous avez des pseudo-experts, certains qui ont été cités par Pierre-Yves. Et puis parmi ces experts, j'ai entendu que le gouvernement israélien respectait à peu près le droit international. Tout est dans la nuance du « à peu près ». Vous savez, quand la prochaine fois que vous allez griller un feu rouge ou rouler à 150 sur l'autoroute, vous pouvez dire « Ah, mais attendez, je respectais à peu près le droit ». La réalité, et il faut le dire, parce que nous avons été les seuls, après l'attaque du gouvernement israélien contre l'Iran, à le dire. L'attaque du gouvernement israélien contre l'Iran et les frappes représentaient une violation du droit international qui doit être dénoncée comme telle. Et comme toujours, quand on parle de violation du droit international, qui en sont les premières victimes? Les civils, évidemment. Les civils en Iran, mais aussi les civils en Israël, bien entendu. Et j'ai vu ce reportage de BFM, vous allez me dire que je regarde un peu trop la télé, c'est pas faux, mais j'ai pas le choix, puisque j'y vais moi-même. Si vous voulez regarder l'insoumission ou autre chose, n'hésitez pas à la place, vous aurez des bien meilleures informations. Mais donc, je regardais ce reportage de BFM TV qui parlait de la pénurie d'abris antimissiles en Israël. Soit dit en passant, il ne parlait pas du fait qu'un certain nombre de Palestiniens ou d'Israéliens d'origine palestinienne n'avaient pas accès à ces abris. Première chose. Et puis, deuxième chose, je me suis dit, mais attendez, il y a eu plus de 500 morts en Iran. Ils sont où les reportages de BFM TV des Iraniens qui se prennent des bombes sur la tête et qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre en paix, qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre en paix dans leur territoire et qui à aucun moment ne méritaient d'être pris pour cible par un gouvernement qui n'a que la loi du plus fort comme loi. Et j'interroge aujourd'hui ces médias, à ceux qui nous pointent toujours du doigt parce que, soi-disant, nous prendrions fait et cause pour un peuple plutôt qu'un autre. Non, ce qui nous distingue, nous, à la France insoumise, comparé à l'ensemble des médias et des forces politiques, c'est précisément qu'une vie palestinienne vaudra toujours une vie iranienne, qui vaudra toujours une vie israélienne, peu importe la nationalité et l'origine. Le droit international, il est unique, il est indivisible et aucun État ne peut s'en souscrire, aucun État ne peut s'en protéger. Tous doivent le respecter. Parce que on ne va pas se raconter d'histoire. Ici, on n'est pas des enfants à qui on raconte des petites fables avant de s'endormir. On est doté d'un pouvoir de jugeote, quand même. Et il est clair que l'intention de Benjamin Netanyahou, à aucun moment, n'a été le désarmement nucléaire de l'Iran. Soit dit en passant, vous aurez bien remarqué que Israël, le gouvernement israélien, l'État israélien, ne fait pas partie, n'est pas signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc ils sont assez mal placés pour jouer les gendarmes du monde. Et j'ai lu quelque part que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires suspendu en 2003. À votre avis, qui a dit ça? Jean-Luc Mélenchon? C'est pas lui. C'est la directrice du renseignement américain. De la même manière, l'Agence internationale de l'énergie atomique était
très clair sur le fait que le gouvernement iranien n'en était pas encore à l'étape de l'armement nucléaire. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai 35 ans, et depuis que je suis petite, ou au moins depuis que je me souviens, et il y a des personnes plus âgées que moi ici dans la salle, j'ai entendu dire que le gouvernement iranien était à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois d'obtenir l'arme nucléaire. Et j'y reviendrai après, la question du désarmement nucléaire est évidemment essentielle. Mais personne n'est dupe. Benjamin Netanyahou n'en avait rien à faire du désarmement nucléaire. La preuve en est, c'est qu'il lance ses attaques 3 jours avant la reprise des négociations et qu'il assassine le négociateur principal du gouvernement iranien. Alors, la réalité, c'est que Benjamin Netanyahou avait un seul objectif: faire diversion. Faire diversion du génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Faire oublier qu'il fait l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale. Faire oublier que son opposition dans son propre pays, en Israël, est de plus en plus massive. Et on vient nous faire dire que on serait, parce qu'on dit ça, des soutiens du régime des mollahs. Mais pardon, où étaient-ils ceux qui donnent des leçons quand il s'agissait de soutenir les opposants iraniens, comme nous l'avons fait en parrainant des Iraniens, des opposants iraniens? Où étaient-ils? Où étaient-ils quand Emmanuel, notamment, a œuvré à la libération des prisonniers et des otages français retenus depuis 3 ans, Cécile Collère et Jacques Paris, pour qui l'on se bat, mais sur lequel on entend peu la diplomatie française? Alors, sûrement, ça va dépendre de l'âge des personnes ici présentes dans la salle, mais peut-être tout cet épisode vous rappelle les années 2000. Vous vous souvenez peut-être quand Colin Powell, à l'époque secrétaire d'État américain, venait présenter à l'Organisation des Nations Unies des soi-disant preuves d'armes de destruction massive détenues par l'Irak pour justifier l'invasion des États-Unis en Irak. Comme si nous n'avons en somme tiré aucune leçon de l'erreur qui a été faite en 2003 et de l'invasion illégale en Irak, comme si nous n'avons tiré aucune leçon de toutes ces interventions militaires-là. J'ai une question pour vous. Ça permettra un peu de réveiller la salle, vu la chaleur. Est-ce que vous connaissez un seul pays où une intervention par la force a permis de ramener la paix? La Libye? Non. La Syrie? Non plus. L'Irak? L'Afghanistan? Non plus. Vous le disiez, monsieur? Aucun. La réponse, c'est 0. Il n'y a aucun pays où un régime démocratique a été ramené par la force. Et de nouveau, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est tombé dans le panneau de la diversion qui a été faite par Benjamin Netanyahou, qui n'en a que faire du régime politique en Iran, qui voulait juste détourner le regard. Et d'ailleurs, ça a marché, puisqu'Emmanuel Macron lui-même s'est empressé de repousser de nouveau sa conférence pour la reconnaissance de l'État de Palestine, parce que vous comprenez, ce n'est pas le bon moment. Mais je pose la question ici, quand Emmanuel Macron sera-t-il le bon moment pour reconnaître l'État de Palestine? Quand il n'y aura plus aucun Palestinien en vie? Voilà ce que la France insoumise ferait de manière immédiate. Reconnaître l'État de Palestine, reconnaître le droit des Palestiniens à vivre en paix. Parce que la réalité, c'est que ce droit international, Emmanuel Macron et beaucoup d'autres chefs d'État, d'ailleurs ce n'est pas le seul, s'est globalement assis dessus ces derniers mois. Et quand la voix de la France n'a pas été couverte par le bruit des bombes,
elle a été couverte par ses propres contradictions. Tenez-vous bien, Emmanuel Macron, 13 juin, Israël a le droit de se protéger. Le même Emmanuel Macron, 17 juin, soit 4 jours plus tard. Je suis opposé à la voie militaire pour faire un changement de régime en Iran. Eh bien, Emmanuel Macron, quelle est la position de la France? Quelle est aujourd'hui la position de notre pays, si ce n'est d'avoir à défendre le droit international? Parce que la réalité, c'est que les États européens, comme la plupart des groupes politiques, sont restés terriblement silencieux. Et quand le droit international est attaqué quelque part, il est en réalité attaqué partout. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg, où j'y passe pas mal de temps, en même temps un peu plus qu'un certain Jordan. Bard n'est pas là. Et donc, la semaine dernière, nous étions en session plénière au Parlement européen, où je crois Jordan nous a fait l'honneur de sa présence pendant à peu près 48 heures. On lui rappellera que ça dure 4 jours, une session. À l'occasion de cette session plénière, j'ai demandé, au nom de mon groupe, de la gauche, un débat et une résolution pour que le Parlement européen condamne avec fermeté les attaques conduites par le gouvernement israélien contre l'Iran. Eh bien, je dois vous dire que seul notre groupe l'a voté, que seul notre groupe s'est positionné clairement en faveur du droit international pour que nous ayons une condamnation très claire du gouvernement israélien. Quand l'ensemble des groupes politiques se cachent derrière leurs petits doigts en disant « mais vous comprenez, la situation est en train d'évoluer ». Ah oui, bah super, comme la situation est toujours en train d'évoluer, je vous propose, on met la clé sous la porte, on ne vient plus au Parlement, ça fera plaisir à certains comme Jordan, mais bon, à quoi bon nous élire? Eh bien, voilà aussi à quoi servent des députés insoumis. Non seulement à vous raconter ce qui s'y passe, mais en toute hypothèse, à défendre le droit international, rien que le droit international, toujours le droit international, partout où nous sommes présents, de l'Assemblée nationale au Parlement européen et j'espère demain à l'Élysée. Parce que je suis fière de dire, malgré, c'est vrai, toutes les calomnies, malgré les insultes régulières, les menaces que nous recevons, je suis fière d'appartenir à un mouvement qui n'a jamais détourné les yeux devant la famine, jamais détourné les yeux devant les dizaines de milliers de Palestiniens qui étaient assassinés à ciel ouvert, jamais détourné les yeux sur le simple rêve d'enfants dans la bande de Gaza, dont le seul rêve est d'avoir une simple miche de pain. Je suis fière d'appartenir à un mouvement qui, pendant que Macron et l'Europe ne trouvent rien à redire, eh bien, qui est du côté de la mobilisation populaire face au génocide. Parce que quand les dirigeants politiques sont en pleine faillite, la force est du côté de la mobilisation populaire. Et je sais que vous, à Strasbourg, vous avez marché sans relâche toutes les semaines pour demander des comptes aux dirigeants politiques, toutes les semaines pour demander des sanctions contre le gouvernement israélien. Gloire à vous, gloire à ceux qui n'ont rien à lâcher, gloire à vous qui allez continuer. Quand je vous dis que le combat commence à payer, la semaine dernière aussi, au Parlement européen, malgré le refus, semaine après semaine, mois après mois, depuis ces 20 mois que ce génocide dure, pour la première fois à l'agenda officiel du Parlement européen, écrit en toutes lettres, il y avait la condamnation du génocide à Gaza et la demande de sanctions. Et puisqu'ils l'ont refusé sans cesse, mois après mois, où nous l'avons demandé, avec notre groupe de la gauche, nous avons utilisé ce qu'on appelle notre droit de tirage. C'est un peu l'équivalent de la niche à l'Assemblée nationale.
Et je suis fière que la seule fois où nous avons défini l'ordre du jour au Parlement européen, c'est pour y mettre en toutes lettres ce qu'ils refusent de qualifier, c'est-à-dire un génocide et un appel à des sanctions extrêmement claires contre le gouvernement israélien. Parce qu'on nous dit, oui, vous comprenez, l'Union européenne n'a pas les moyens, et blablabla, et tutti quanti. Je les connais par cœur, ils sont sur répondeur automatique. Des fois, quand on est au Parlement européen, dans l'hémicycle, je ne sais pas si vous faites pareil à l'Assemblée nationale, on fait un bingo. La situation est absolument dramatique, nous la suivons de près, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Je connais par cœur. Ça fait 20 mois que je les entends. Comme s'ils n'avaient pas les moyens d'agir. Comme si, par exemple, l'Union européenne n'était pas le premier partenaire commercial du gouvernement israélien et de l'État israélien. Savez-vous combien des exportations israéliennes arrivent dans l'Union européenne? Quelle part ça représente? Allez-y, dites un chiffre au hasard, sachant qu'ils exportent dans d'autres endroits dans le monde, évidemment. 20%, 25%, qui dit mieux? C'est un peu moins que ça, c'est plus de 30%. Ça veut dire que vous avez un tiers des exportations, c'est-à-dire du commerce réalisé par l'État israélien, qui est dirigé vers l'Union européenne. Et en plus, pas n'importe quel commerce. Ah non, on a évidemment ce que l'Union européenne adore faire, à savoir un accord commercial où on abaisse les droits de douane, dit autrement, on privilégie les objets, le commerce, les produits israéliens. Voilà aujourd'hui la honte de cet accord commercial qui va privilégier des produits qui viennent d'Israël. Dans cet accord, vous n'avez pas seulement des échanges commerciaux, vous avez aussi le programme Horizon, dans lequel l'Union européenne verse 6 millions d'euros au ministère de la Défense israélien, des millions d'autres au complexe militaro-industriel. Et il ne faut pas être un génie pour comprendre à quel point ces échanges, ce commerce entre l'Union européenne et Israël est vital pour l'État israélien. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'à travers cet accord, oui, je le dis avec fermeté et avec clarté, l'Union européenne est complice. Complice du génocide, complice des massacres, complice de la famine, complice du blocus humanitaire. Et l'histoire, avec un grand H, les jugera. Parce que oui, c'est l'histoire qui s'écrit devant nous. Vous avez peut-être vu, enfin, après 20 mois, la Commission européenne, le service extérieur de la Commission européenne a publié un rapport cette semaine qui dit que l'article 2 de ce traité qui pose des conditions en matière de droits humains, cet article a été violé par Israël. Il dénombre pas moins de 60 violations du droit international commises par Israël. Et que pensez-vous a été la réponse de la Commission européenne et notamment de Kaja Kallas, la haute représentante aux affaires étrangères? Très bien, bon, on s'en aperçoit un peu tardivement, mais cet accord d'association, le droit international est violé, et comme le prévoit l'article, eh bien, il va être suspendu. Non, Kaja Kallas, elle est venue en conférence de presse dire avec un ton un peu grave, « Nous contacterons Israël pour lui présenter nos conclusions. » Mais tenez-vous bien, l'objectif n'est pas de punir Israël. Pardon, l'objectif n'est pas de punir Israël. Et les 50 000 Palestiniens qui sont morts sous les bombes israéliennes, eux n'ont pas été punis. Et les enfants qui sont victimes tous les jours des bombardements, eux n'ont-ils pas été punis? Et la population qui chaque jour doit choisir entre mourir de faim ou mourir sous les bombes, elle n'est pas punie. Ce que prévoit le droit international, c'est précisément de punir celles et ceux qui le violent et qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors oui, cet accord d'association doit être suspendu maintenant. Séance tenante.
Parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui encore, j'étais à Bruxelles, j'ai fait un bon petit périple Bruxelles-Strasbourg, et j'avais la Commission européenne qui nous disait « Non mais attendez, on va réexaminer ça en juillet. » Ah oui, c'est sûr, attendons encore un mois, parce que on pourra voir plus tard. Mais les distributions humanitaires qui sont prises pour cible, c'est pas plus tard, dans un futur proche, c'est maintenant. Parce que les Palestiniens qui sont massacrés, c'est pas plus tard, c'est maintenant, parce que la survie de la Palestine ne se joue pas plus tard, elle se joue maintenant. Et moi, ce qui me met hors de moi, c'est précisément ce deux poids, deux mesures dans l'application du droit international. Allez, c'est mon dernier petit quiz. Savez-vous combien de paquets de sanctions ont été adoptés à juste titre contre la Russie? Dites un nombre, au hasard. 30 ici. 200, non, 200, on n'a pas eu assez de sessions plénières pour ça. 2, 40, autour de ça, 17. 17 paquets de sanctions prises contre Vladimir Poutine. Et combien de paquets de sanctions adoptés contre le gouvernement israélien qui commet un génocide? 0. Eh bien, vous voyez, c'est précisément cette application à géométrie variable du droit international qui fragilise le droit international partout dans le monde. Et quand on est incapable d'appliquer le droit international à Israël, alors derrière, c'est la crédibilité du droit international et des sanctions que l'on prend contre Vladimir Poutine. Et derrière, c'est tout l'édifice du droit international qui a été créé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale qui s'écroule. Mais dans ce contexte, nous pouvons être fiers de la mobilisation, fiers des outils aussi dont nous nous servons. Parce que, oui, je parlais des mobilisations toutes les semaines ici à Strasbourg et partout en Europe. Vous avez peut-être vu 150 000 personnes qui ont défilé aux Pays-Bas, plus de 100 000 personnes à Bruxelles, plus de 300 000 personnes à Rome, rien que dans les dernières semaines. Eh bien, nous n'allons pas nous arrêter là. Vous le savez, ici, dans cette salle, on est des militants, bien sûr qu'on va continuer à marcher, mais on va faire plus que ça. Et vous avez peut-être vu que le week-end dernier, nous avons eu l'honneur de créer notre premier parti politique européen, l'Alliance de gauche européenne. Un parti politique européen qui ne sera pas à faire du blabla, qui est tourné vers l'action. Et je suis fière de vous annoncer que notre première campagne que nous allons mener ensemble, avec 7 partis issus de 7 pays différents, c'est une initiative citoyenne européenne dont l'objectif est de collecter 1 million de signatures pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. S'ils ne veulent pas le faire, alors les citoyens les en obligeront. Nous entrons en mouvement, le peuple entre en mouvement et nous utilisons tous les outils qui sont les nôtres. Et je dois dire ma fierté aussi de compter dans notre délégation au Parlement européen une élue comme Rima qui n'a pas eu peur d'écrire Free Palestine sur sa cellule quand elle a été emprisonnée de manière illégale par le gouvernement israélien. Et ici, partout, nous crierons Free Palestine, Free, Free Palestine. Parce que la réalité, on le sait, c'est que les seuls qui devraient être en prison ne sont pas ceux qui apportent de l'aide humanitaire, mais bien ceux qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Et vous voyez, à travers ce type d'action, nous inventons une nouvelle forme d'irruption populaire, une nouvelle forme d'internationalisme solidaire, comme Rima a pris son courage et même au péril de sa propre sécurité pour traverser la mer Méditerranée et tenter d'amener un peu d'aide humanitaire à Gaza. De la même manière, nous menons partout en Europe la bataille contre les fachos qui s'organisent. De la même manière, avec Mathilde,
Nous sommes allés en Pologne amener des pilules abortives, là où le droit à l'avortement est interdit. De la même manière, nous marcherons le week-end prochain à la Pride de Budapest, interdite par Viktor Orban. Voilà ce que sont des élus insoumis, des élus qui tiennent tête, des élus qui désobéissent, des élus qui ne lâchent rien. Parce que quand les fachos s'organisent, nous aussi, on doit s'organiser. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peine, j'ai l'impression que l'actualité va à 100 à l'heure. Je ne sais pas vous, mais le ressenti de l'année dernière est à peu près 6 ans. Si ça pouvait nous permettre de se débarrasser d'Emmanuel Macron un peu plus vite, ce serait pas plus mal. Mais j'ai quand même une image qui m'a glacé le sang. C'est le rassemblement de l'internationale fasciste dans le Loiret, il y a 1 ou 2 semaines de ça, réunis par Jordan Bardella. Vous aviez cette photo, en rond d'oignon, là. Jordan Bardella, Viktor Orban, celui qui interdit la Pride, celui qui demande aux femmes qui veulent avorter d'écouter le cœur du fœtus. Matteo Salvini, fan de Mussolini. Il y avait Abascal aussi, l'Espagnol, fan de Franco. Bref, tout ce que l'Union européenne et l'Europe comptent de pire en facho. Une belle brochette de racistes, d'homophobes, de misogynes. Et à tous ceux qui nous disent que l'extrême droite et le Rassemblement national, on n'a pas essayé. Allez voir ce que ça donne en Italie. Allez voir ce que ça donne en Hongrie. Allez voir ce que ça donne en Pologne. Allez voir dans ces pays où peu à peu l'état de droit, les droits des minorités, les droits des femmes sont attaqués. Peu à peu, le racisme progresse et devient une politique d'État. Oui, le Rassemblement national a été essayé en Europe. Et oui, c'est une politique qui divise la société. C'est une politique qui monte les gens les uns contre les autres. Et c'est précisément ça que nous combattons. Parce que nous n'oublions pas non plus que derrière leur cravate, ils sont aussi les premiers à faire les poches du peuple. Parce que quand il s'agit de voter, par exemple, une taxation des plus riches, des multinationales, ils ont piscine, tant au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale. Et deviennent quelque part l'espèce de passe-plat ou même la béquille des macronistes. Parce que les macronistes sont toujours contents de pouvoir compter sur leur allié fidèle que sont le Rassemblement national. C'est la même chose sur la question des retraites. Là, on a eu la fin du conclave. Bon, on va lancer un petit sondage à main levée dans cette salle. Qui aurait pu prédire ici dans cette salle que ce conclave ne mènerait absolument rien et surtout pas la remise en cause de la retraite à 64 ans? Ah, Emmanuel n'a pas levé la main. Eh bien, bravo, vous aviez plus de clairvoyance que le Parti socialiste. Non mais c'est vrai. Ah oui, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le Parti socialiste qui se sont dit « Oh non, quand même, on ne va pas censurer ce gouvernement, peut-être qu'on va revenir en arrière sur la retraite à 64 ans. » Pardon, la retraite à 64 ans, il y a tous les syndicats qui sont contre, l'Assemblée nationale qui est contre, les Français qui sont contre, les salariés qui sont contre, et le gouvernement s'entête. Et vous croyez un seul instant que ce gouvernement allait d'une manière ou d'une autre remettre en cause la retraite à 64 ans en mettant ce pseudo-conclave dans lequel il donne un droit de veto au patronat? À quel moment on pense sérieusement que le patron du MEDEF, il va arriver, il va dire « Ah, retraite à 60 ans, parfait, je signe où ?» Mais dans quel monde ils vivent? Je pourrais leur faire crédit de la naïveté, mais la vérité, c'est que je ne crois pas beaucoup à la naïveté en politique. C'était peut-être un calcul, peut-être autre chose. Mais moi, ce que je sais, c'est que Emmanuel et Pierre-Yves, ici, ont été élus sur un programme. Ce programme, c'est celui du nouveau Front populaire. Ce programme, il porte dans sa première ligne
de s'opposer en toute hypothèse aux politiques macronistes. Ce programme, il porte l'horizon de la retraite à 60 ans et une opposition farouche à la retraite à 64 ans. Alors que les choses soient claires, oui, nous allons censurer ce gouvernement qui, évidemment, n'allait tenir aucune des promesses qu'ils ont faites. Parce que c'est peut-être un peu old school, mais c'est vrai que nous, on aime bien faire de la politique de manière un peu old school. On fait des meetings, on va convaincre les gens, on distribue des tracts. Je rappelle les fondamentaux, mais parfois, quand on fait campagne, on s'aperçoit qu'on est un peu les seuls. On fait campagne en dehors des moments des élections, parce qu'on n'est pas des électoralistes, on essaie de porter la voix des gens, tout ça, ce que vous faites formidablement bien à Strasbourg. Et donc, dans les fameuses promesses qui avaient été prises et que vous avez signées, il y a un serment. Au moment où la réforme des retraites à 64 ans avait été imposée sans vote, qui était un peu le serment du jeu de pommes, le serment qui engageait chacune et chacun des députés à l'époque de la NUPES à défendre la retraite à 60 ans. Depuis, jamais l'Assemblée nationale n'a eu l'occasion de voter, sauf, malgré leur manœuvre, sur une résolution qui indiquait très clairement qu'il n'y avait pas de majorité pour la retraite à 64 ans et qu'il y avait une majorité très claire pour abroger cette réforme des retraites. Alors, la semaine prochaine, ce sera un moment de vérité. La censure va être déposée et chacune et chacun des députés auront à répondre de leurs actes. J'entends déjà que le Rassemblement national, cette fois-ci, ne signerait pas, ne voterait pas la censure. C'est vrai qu'avec le Rassemblement national, on a un peu l'impression que ça dépend de leur calendrier judiciaire, des intérêts de Marine Le Pen, elle a procès, elle n'a pas procès, est-ce qu'il faut faire pression ou pas sur le gouvernement? Bon, il faut dire que si jamais il y a une dissolution derrière, elle aura plus d'argent à détourner, si elle peut plus se présenter, il faut la comprendre. Et en réalité, on ne va pas se raconter d'histoire. Les motifs de la censure sont multiples. Évidemment, il y a le fait qu'il n'y a toujours pas eu de vote et que la retraite à 64 ans est maintenue. Mais il y a aussi les nombreuses coupes budgétaires qui se profilent, dans lesquelles le gouvernement va multiplier les coups de rabot, ici dans la santé, là dans l'éducation, sans jamais s'en prendre à ceux à qui il a multiplié les cadeaux fiscaux ces dernières années. Eh bien, ici, sur les retraites, là, sur le budget, le Rassemblement national montre son vrai visage. Toujours du côté du capital, jamais du côté des travailleurs, jamais du côté de ceux qui souffrent. Eh bien, c'est notre fierté que le nouveau Front populaire aille ensemble défendre une motion de censure et démontre à quel point le Rassemblement national est une arnaque sociale. Et c'est notre honneur que la semaine prochaine, nous ayons un objectif clair, faire tomber François Bayrou et son gouvernement de malheur. Alors, je pourrais lister à l'envi, mais j'en terminerai ainsi parce que sinon ça va prendre 4 heures, toutes les raisons pour censurer ce gouvernement. Il y a évidemment toutes les frasques de Bruno Retailleau, qui à lui seul d'ailleurs est une raison de censure, qui préfère dissoudre la Jeune Garde plutôt que les Strasbourg Offenders, un groupe de néo-nazis qui font des saluts nazis ici à Strasbourg, qui, je ne sais pas vous, mais moi des fois, j'écoute Bruno Retailleau, je ferme les yeux et j'entends régression vers les origines ethniques, à Balvoie, je me dis, ah tiens, Jordan Bardella est encore invité. C'est ça la réalité. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut mettre des mots. La convergence de la droite et de l'extrême droite, c'est pas dans un futur. On l'a face à nous, on l'a en France, on l'a d'ailleurs partout en Europe. Eh bien, c'est contre, précisément, ce nouveau paysage politique qui est en train d'être dessiné sur nos yeux, sous nos yeux, où vous avez l'alliance du capital et du racisme que nous allons nous battre. Chacune et chacun devra prendre sa part. Pierre-Yves,
et Emmanuel à l'Assemblée nationale, nous au Parlement européen avec les camarades. Mais on ne pourra pas le faire sans votre mobilisation à toutes et à tous. Et je tiens à vous le dire de manière un peu solennelle parce que camarade, c'est un beau mot, le mot camarade. C'est un beau mot. Et il y a des matins où on se lève, où on est calomnié, insulté, nos propos déformés et on se dit « Ah, il va falloir repartir à la bataille. Ah, il va falloir encore démonter ce mensonge. » Et plus on monte dans les sondages, comme vous le voyez pour les municipales, plus on sera l'objet d'attaques. Eh bien, camarades, dans ces moments de doute qu'on a toutes et tous, moi la première, rappelez-vous de ce beau meeting, un soir de 24 juin 2025. On était là, il faisait chaud, très chaud, et on ne l'oubliera pas. Mais souvenez-vous de cette salle, regardez-vous, la force de votre nombre, la force de votre détermination, la force de votre motivation, c'est notre plus grande force, elle est collective, elle est belle, elle est invincible. Et vous pouvez en être extrêmement fiers. Alors oui, camarades, tout peut recommencer dans 2 semaines. C'est horrible de le dire. Mais peut-être qu'Emmanuel Macron, plus personne ne peut prévoir maintenant, peut-être qu'Emmanuel Macron va prévoir une nouvelle dissolution dans 2 semaines, puisque dans 2 semaines, il en a le droit. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an. Il y aura les élections municipales, il y aura beaucoup d'échéances. Et on aura besoin de toutes et tous se tenir prêts. Alors, ce soir, repartez avec cette énergie débordante, la force de l'espoir, celle qui nous fait tenir bon, toujours bon. Parce que, je ne sais pas vous, mais on ne fait pas de la politique pour faire de la figuration. Moi, je travaillais avant dans le secteur associatif, croyez-moi, il y avait un côté bien plus confortable. Mais si on s'engage, toutes et tous, chacune et chacun à son niveau, c'est parce qu'à la fin, on a la conviction, et c'était d'ailleurs notre slogan aux élections européennes, qu'on a la force de tout changer. La force de tout changer pour se sortir de la barbarie. Et je voulais finir avec ces mots d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau. Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d'être le plus fort, l'orgueil de détenir la vérité, seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l'œuvre dans l'histoire des humanités. Alors à nous, camarades, de faire triompher l'humanité sur la barbarie. Merci à vous.